Épisode 440. 440, là, si vous avez la référence, on parle son dans cet épisode. Et si vous cherchez le là et que vous ne l'avez pas et que vous n'avez pas de diapason à portée de main, décrochez votre téléphone. Le tut que vous entendez, c'est un là. Si. Ça marche pas sur les iPhones. Ça marche pas sur les iPhones. Ah non, il faut une ligne fixe. C'est juste. C'est un là. Oui, mais ça, c'était, on va dire que c'était la micro-session vieux con. Quoique, on n'est pas tout à fait fini. Il y en aura d'autres. Cet épisode ne fait que commencer. Nous ne sommes qu'à la 51e seconde, mes amis. D'un côté, j'ai Thierry en direct de Suisse. Bonjour Thierry. Salut. De l'autre côté, nous avons Sébastien, en direct du nord de la France, proche de la frontière belge. Bonjour. Et ami de la France, passé. Bonjour. Il devient fou, lui. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc un épisode sans doute un peu plus d'une heure, hein, comme d'hab. Donc prenez patience, installez-vous confortablement. Fait de deux choses importantes. L'actualité technologique vue par mes petits camarades, une certaine actualité technologique donc. On parle là de choses dont on ne parle pas nécessairement dans les autres podcasts ou sur les autres sites d'information technologique. Et puis en seconde partie de soirée, j'allais dire, dans une seconde partie d'épisode. Après 22h. C'est la télé, ça me marque. C'est après 22h30. Ouais. C'est le dossier de la semaine. On va vous parler son et en particulier encodage du son. Et depuis qu'on encode en gros du son, déjà sur les cylindres, les micro-sillons, tout ça. Donc là, ça c'est vraiment la partie très vieux. Et puis aux nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui en qualité sonore, comment on a pu améliorer ça pour finalement avoir quelque chose de vraiment bien dans nos oreilles. En tout cas, on l'espère. Il y aura sans doute débat sur la question. Je vous enjoins à rester avec nous parce que ça va être très drôle. Je sens que ça va être très drôle, très sportif, très... Voilà. Là, ça va. Ouh là là. Qu'est-ce que je voulais raconter ? Oui. Tiens, vous y mettez un pouce maintenant hein, sur YouTube. Un petit pouce. Tant qu'à faire. Si vous êtes sur une application de podcast, il y a des étoiles peut-être. N'hésitez pas à mettre une petite étoile, 2 petites étoiles, 3 petites étoiles. S'il y en a 5, mettez-en 5. Mettez le maximum, le paquet. C'est bien sympathique. Ça nous donne juste une indication à nous de tiens, est-ce que c'est bien, est-ce que ça vous plaît, etc. Et puis par ailleurs, toutes ces petites indications nous permettent aussi peut-être, on l'espère en tout cas, si les algorithmes le permettent, d'être un tout petit peu mieux référencés dans ce monde de brut. Voilà, je pense que j'ai bien fait le tour. Et les commentaires sont évidemment toujours les bienvenus. Évidemment, ça fait toujours plaisir. J'ai dit tout ce que je voulais dire, donc on peut attaquer notre revue de presse qui, comme toujours, s'articule autour d'un abécédaire. Et un abécédaire qui commence par la lettre A comme autonome. Et là, c'est une forme d'autonomie à laquelle on ne s'attendait pas. C'est que le robot, il prend ses aises, il est tranquille, MeToo connaît pas, on y va franco, et on met la main au pet. C'est ça. Exact. Hein exact. Ah bah oui. Oui, tout est dit, hein, ça aurait pu être un oui mais non, mais non, c'est une vraie info. Je vais pas vous tenir la jambe toute la soirée avec ça, mais moi ça m'amène à cette réflexion de savoir quand est-ce qu'un robot est vraiment autonome, parce qu'effectivement l'article que je partage avec vous là, pour cette news qui m'a amusé, pas pour le geste, hein, mais pour le fait que le mot autonome était marqué avec des grosses guillemets, puisque il s'agit d'un robot qui était fièrement présenté comme étant autonome. Voilà, c'est Mahamad, c'est comme Mohamed, mais ça s'écrit différemment. Voilà, une fierté de l'Arabie Saoudite lors d'un grand salon qui était là, entouré probablement par ses inventeurs, par ses ambassadeurs qui voulaient mettre en avant le savoir-faire de la région.
Sauf qu'il y avait aussi une présentatrice qui était là à poser des questions et tout d'un coup, elle se retrouve à avoir effectivement la main aux fesses de ce fameux robot. Elle s'est d'ailleurs adressée à lui pour lui dire non mais attends, tu vas te calmer. Je vous la fais courte. Mais surtout, on a pris très au sérieux ce moment gênant puisque les concepteurs du robot ont investigué pour savoir effectivement de quoi il en ressortait. Moi, j'amenais plutôt la réflexion de se dire, mais à quel moment on peut considérer qu'un robot est autonome? Parce qu'on le sait, il y a beaucoup de robots où en fait on a des scénarios qui sont déjà enregistrés, il y a des petites attitudes, il y a des petites réponses toutes faites. Ça me fait penser aux robots que j'ai vus justement, je fais mon intéressant là, à Las Vegas, à la Sphère, puisque à la Sphère, il y a toute une série d'expériences qu'on peut vivre et il y a justement des postes un peu comme ça où on se déplace en face de robots et ça me fait toujours bizarre d'appeler ça des robots puisque en fait dans le cas précis ils déblatent en fait un texte déjà tout fait, il y a un son et lumière, on devrait plutôt appeler ça des automates. Donc voilà, c'était juste pour se dire qu'à un moment donné il faudrait peut-être aussi créer une sorte de règles ou bien plutôt de catégories de robots parce qu'on les met un peu à toutes les sauces comme on le fait actuellement avec l'intelligence artificielle. Là, je pense que c'était plutôt un démonstrateur puisqu'on peut s'adresser à lui, on peut lui poser des questions. Ça faisait penser aussi ce qu'on avait vu au Japon avec les hôtels, les réceptionnistes d'hôtels et les choses comme ça. Voilà, moi j'ai envie de dire que c'est un automate qui a un petit peu déconné, puis peut-être il y avait vraiment quelqu'un derrière les commandes, mais alors du coup c'est pas très fin. Voilà. Dans les hôpitaux aussi, dans certains restaurants qui viennent prendre note de la commande et des choses comme ça, on sait qu'il y a une grosse part d'automation, simplement d'automation, on va dire, hein, de ces automates, comme tu disais très bien. Et donc, bon, c'est un peu comme les intelligences artificielles. Là, j'interpelle Sébastien. C'est qui lui a appris à faire ça? Ça, à mon avis, c'est un homme qui l'a programmé. ou qui ne lui a pas appris à ne pas le faire, puisqu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle responsable pour le moment, et donc de toute une série de filtres qu'on met après en sortie, plutôt que de les mettre à l'entrée, puisqu'on peut pas filtrer à l'entrée, on filtre juste à la sortie. C'est la même chose pour les comportements, finalement. Non, je pensais pendant que Thierry parlait aux lois de la robotique, et j'ai été rechercher les lois de la robotique. Vous connaissez les lois de la robotique de 1942, hein, c'est pas nouveau. d'Isaac Asimov, 60 ans. Première loi, un robot ne peut pas nuire à un être humain, ni laisser sans assistance un être humain en danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les êtres humains, sauf s'ils sont incompatibles avec la première loi. Et un robot doit se protéger lui-même tant que cette protection n'est pas incompatible avec la première ou la deuxième loi. Il faudrait en rajouter une quatrième. On ne peut pas mettre la main aux fesses. Oui, écoute, Isaac Asimov n'y avait pas pensé à l'époque. Il était en dehors de ça, et donc voilà. Ça nous apprendra. Il faut surveiller nos robots. Il faut appeler le robot. En même temps, quand on regarde les images pour sa défense, on voit que le bras est déjà en bas, la main et le bras font juste de se lever. Oui, c'est la faute de la femme. Elle a mis ses fesses devant la main. Oui, c'est elle qui a posé sa fesse droite, en l'occurrence, sur la main du robot. Ouais, c'est ça, et quoi encore? Ça me rappelle Didier aussi, pour ceux qui ont la référence. On ne met pas son... On ne peut pas sentir le cul. On ne renifle pas le cul. On ne renifle pas le cul. On ne renifle. Mais voilà, bon, ça nous fait rire, soyons clairs, mais ça aurait été un être humain, ça méritait 2 claques et certainement pas un sujet dans les technos, ça, soyons clairs. On est à la lettre C comme cosmétique. Oui. Alors, dans les chroniqueurs, on en a quelques-uns comme ça, mais par exemple, je pense à Benoît, comme ça, à Brûle-Pourpoint, qui vient souvent avec des sujets un peu atypiques. Il va nous parler d'objets pour la cuisine, de trucs pour cuisiner, ou des choses un petit peu, des objets hétéroclites, toujours technologiques, bien sûr. Et puis, Seb s'y met aussi. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Parce que là, on va parler de mousse.
de produits d'absence de mousse. Ou peut-être d'absence de mousse. Soyons clairs, on va directement le dire, on n'est pas là pour vendre des produits, et encore moins ce genre de produits, mais voilà, ça mérite d'exister, et pourquoi pas, avec un argument quand même qui vaut le détour. Je te laisse en parler. Non, mais il y a un lien avec la technologie quand même. Donc la news, c'est quoi ? C'est une start-up qui a levé 21 millions de francs d'investissement, et c'est pour ça qu'elle est apparue dans mon fil de news, etc. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette start-up ? Elle dit, les produits cosmétiques que vous achetez en supermarché, c'est essentiellement une bouteille en plastique avec de l'eau. Et donc, on peut rendre ça plus écolo, peut-être, on est en 2024. Ouais. Et eux, leur promesse, c'est de dire, faites vos cosmétiques vous-même, on vous envoie de la poudre, donc des cosmétiques en poudre, et vous ajoutez l'eau vous-même, vous mélangez dans une bouteille, vous conservez la bouteille d'une fois à l'autre. Donc exactement, la première fois, ils vous envoient la bouteille et le kit, vous avez le kit complet, et après, ce sont que des recharges. Ils disent dans leur pitch commercial aussi que la recharge, ça s'envoie dans une enveloppe papier normale, donc il faut pas des grosses camionnettes, des colis, c'est facile à livrer, c'est pas cher. Je vais pas faire 5 minutes sur cette nouvelle-là, mais je trouvais l'idée sympa parce qu'il y a cette touche écolo, et c'est lié à la technologie. Il faut avoir déshydraté des gels douche et des shampoings. Donc pour le moment, ils font que ça, du gel douche et du shampoing. Ils ont d'autres idées également. J'en ai parlé chez moi aujourd'hui, et j'avoue que madame n'est pas super fan à l'idée de recevoir une poudre à la place d'un shampoing et devoir faire son shampoing elle-même. Enfin, je veux dire, mélanger avec de l'eau pour faire du shampoing avant de se shampouiner. Voilà. À tester, j'ai pas testé, je connais personne qui l'a testé, et comme a dit Marc, on n'est pas affilié avec eux. Je n'ai pas payé, je n'ai rien reçu pour parler là. Je trouvais l'aspect techno intéressant. Je tiens juste à préciser qu'en Suisse et en Belgique, ce produit est déjà commercialisé. En tout cas, ils en font déjà la publicité sur les médias, parce que j'avais entendu parler de ce machin-là, et j'avais entendu parler de l'argument. Alors après, je ne sais pas si tu as creusé la question auprès de madame, comme tu dis, savoir si elle a peur que ce soit moins efficace, ou parce qu'elle n'a pas envie de chipoter, en mettant... Ah non, elle a peur de l'efficacité. On connaît les grandes marques, et enfin voilà, on est habitué à nos marques de shampoing, surtout Thierry. Parce que je suis à peu près certain que, et c'est un peu ce que je pensais, je suis à peu près certain, sans vouloir prêcher pour la chapelle de cette start-up, que si on met le nom d'une grande marque très connue sur le package, la confiance sera rétablie. Et ce sera même peut-être sympa de pouvoir mélanger soi-même ce produit. C'est peut-être leur destinée, c'est de se faire acheter par L'Oréal ou par Ushuaïa ou quelqu'un comme ça. Oui, je te confirme, parce que d'ailleurs le nom commercial, on va dire, du shampoing n'est pas celui de la start-up. Donc, ou en tout cas, il y a des différences, et j'imagine que si ça se trouve, c'est même pas le même nom en Suisse qu'en Belgique. Donc voilà, mais c'est le principe lui-même est le même. Est-ce qu'ils ont prévu de diversifier les produits qu'ils envoient, comme par exemple leur commander de l'eau? De l'eau lyophilisée, oui. Et c'est ce que j'allais dire, de l'eau déshydratée. De l'eau déshydratée, oui. Bon, enfin, en même temps, c'est vrai que d'un point de vue écologique, moi j'entends l'argument, mais même parce qu'on parle souvent avec Thierry de van life, et on sait qu'on manque de place et qu'il faut gérer la place. Finalement, quelque part, alors je pense ne pas me tromper en disant que il faut faire son petit mélange une fois pour toutes pour un gros bidon. On reçoit la poudre, correct, on fait le gros bidon. À chaque fois qu'on se lave les cheveux. Voilà, c'est ça. Mais si on fait ces petites doses soi-même, tu vois, qu'on arrive à doser ces petites doses soi-même et de faire des micro shampoings, etc., on peut peut-être essayer de gagner de la place et ne pas transporter de la flotte inutilement. Et voilà. Enfin, c'est un des usages que moi personnellement. Moi, j'ai réglé le problème pour le poids du shampoing. Pour le shampoing, oui, je te confirme. Tu as toujours eu le poil lisse, on va dire ça comme ça, et donc et certainement pas terne, ça c'est clair, parce que tu brilles au soleil. Et si vous nous écoutez en podcast audio, allez voir la vidéo, vous comprendrez. Oui, parce que vous comprendrez que notre ami Thierry, fidèle à sa Suisse natale, se coiffe avec une peau de chamois. C'est comme ça qu'il fait. Donc, si vous le voulez bien, passons au sujet suivant. La lettre F comme fruit. Après la mousse, les fruits. Et ça, c'est pas mal. On parlait de robots, plutôt que de foutre la main aux fesses des dames, s'ils pouvaient se rendre utiles, ce serait plutôt bien. Et faire des boulots un peu contraignants, comme par exemple ramasser des fruits. Ça, c'est une bonne idée. Ouais.
Nos amis de l'EPFL, hein, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. J'essaie toujours de faire un peu de suicitude dans les news que je partage avec vous. Bien. Et j'en ai deux pour le coup pour l'EPFL, puisque ça y est, c'est tombé. Ça n'a rien de technologique, mais ça mérite quand même de le souligner. Du coup, c'est pas du tout préparé, puisque c'est aujourd'hui même que ça a été annoncé. La nouvelle personne en charge de la direction de cette École Polytechnique Fédérale de Lausanne est une femme. Voilà, comme quoi les temps changent et on va lui souhaiter bonne chance. Pardon ? C'est la première fois que c'est une femme à la tête de l'EPFL ? Oui, c'est une grande première. On parle même d'un fait inédit de voir après toutes ces années, ces dizaines et des dizaines d'années d'existence de notre école polytechnique, de voir effectivement une femme aux commandes. Donc moi, je lui souhaite tout le meilleur pour la suite. Bien sûr. Je tiens à préciser que là où on serait tous, à mon avis, très contents, et je vous serais d'accord avec moi, c'est le jour où on ne met pas ce genre d'événements qui sont des événements aujourd'hui en évidence dans l'avenir, et que ce soit la norme quelque part, que ce soit tout à fait naturel, que ce soit une dame ou un homme, peu importe, pourvu que les compétences soient là, c'est idéal. Voilà, c'est essentiel. Mais c'était bien de le dire. Et donc ce robot. Alors, ce robot, en fait, on va parler d'une partie du robot. Là, c'est un dispositif qui a le doux nom de Sori, S-O-R-I, qui est en fait, pour ceux qui nous écoutent, puisque c'est aussi un podcast audio, c'est d'abord un podcast audio, il faut imaginer un petit coussin rempli d'air qui va comme ça rentrer en contact avec l'objet que le robot a à saisir. Ça va lui donner, eh bien effectivement, une sorte de tampon, une sorte comment dire, d'interface entre lui, son bras robotisé, et l'objet à prendre. Alors je vous ai parlé de fruits parce qu'effectivement, si on doit ramasser des pommes versus peut-être des framboises, vous imaginez bien qu'il y a un des deux fruits qui est un peu plus mou et qui est un peu plus difficile peut-être aussi à appréhender. Puis on a toujours essayé dans la robotique d'essayer de donner l'impression de la résistance pour pouvoir, par exemple, doser la force dans un bras robotique, pour par exemple aussi mesurer celle-ci dans les doigts même du robot. Donc c'est une membrane de silicone avec des alvéoles et qui se gonfle avec un flux d'air qui va comme ça prendre du volume ou en perdre pour pouvoir justement mesurer la résistance. Un peu comme nous, au bout des doigts, on sentirait un objet dur ou légèrement mou ou carrément très très mou. Et ce qui est assez fort dans cette technologie, c'est qu'en fait, un peu comme nous on le ferait dans l'article en question, vous pouvez imaginer le test, vous prenez par exemple un fruit mou et vous le mettez contre un biscuit, un lu, pour parler d'une marque peut-être que tout le monde connaît, ou un objet un peu dur, vous allez d'un côté, par exemple, entre le pouce et l'index, sentir d'un côté la résistance de l'objet dur, mais de l'autre côté, vous allez sentir effectivement la mollesse, par exemple, d'un fruit. Eh bien, en fait, ces scientifiques en robotique à Lausanne ont réussi à interfacer ce petit coussinet pour donner ces indications au robot, et ainsi, même à travers un objet dur, de lui dire effectivement que là, derrière, peut-être, il y a quelque chose d'un peu plus mou, et donc il faudra apposer une force moindre pour pouvoir appréhender, par exemple, voilà, pourquoi pas ramasser des fruits, mais les exemples d'application d'une telle technologie sont immenses. On parle déjà effectivement de médical, puisque le corps humain, il est ce qu'il est, il y a un peu de tout, les os versus les organes, voilà, exactement. Mais aussi, voilà, effectivement, pourquoi pas interfacer je suis désolé. Je pense à notre président, le robot de la tantôt. S'il avait eu ça au bout des doigts, il aurait peut-être pris du plaisir. Il aurait peut-être été jugé sur pilote. Oui, il aurait eu... voilà, mais ça restait malsain malgré tout, soyons clairs. On est d'accord. Mais on va vers ce qu'ils ont appelé l'étude du toucher. Désolé pour le terme par rapport à la news précédente. Il y a aucune volonté pour moi de réunir ces deux éléments. Mais voilà, on va vers quelque chose qui pourrait effectivement, pour des bras robotisés ou carrément un robot à part entière, lui donner effectivement une indication plus précise. On a tous vu ces exemples justement de robots qui essayent d'appréhender, par exemple, le déplacement d'un œuf.
Vous savez que si vous prenez l'œuf dans sa largeur versus sa longueur, on n'a pas la même force. On pourrait imaginer, au lieu de simplement dire, enfin, quand je dis simplement, je mets des guillemets, dire au robot, il s'agit d'un œuf, de lui laisser appréhender effectivement la résistance de l'objet ou de la chose qu'il a à appréhender et à déplacer. Donc on pourrait bientôt voir un robot beurrer des biscottes sans les casser, par exemple, tu vois, parce que tout le monde se rappelle de cette scène dans la cage au sol. J'ai cassé ma biscotte. J'ai cassé ma biscotte, mais sans rire. C'est vrai que si vous avez déjà beurré une biscotte, j'imagine que vous l'avez déjà fait, ça demande un exercice, pour nous humains qui sommes quand même précis dans le geste, de puissance dans l'appréhension de la biscotte et la fermeté avec laquelle on va beurrer la biscotte. Je ne pensais pas qu'un jour je parlerai de ça dans ce podcast. Tu parlerais de beurrage de biscotte. Mais voilà un benchmark pour les futurs robots, pour évaluer la qualité des robots. Oui, êtes-vous capable de beurrer une biscotte? Point numéro 5 de les règles de la robotique, c'est de beurrer une biscotte. La biscotte. Alors, si jamais souris, après le test de Turing, le test de la biscotte. Désolé, Turing, c'est l'anachronisme de Softness Rendering Interface. Voilà, c'est le petit nom de ce que va être peut-être justement la nouvelle norme par rapport à l'étude du toucher. Et a priori, nos amis suisses sont bien partis pour en faire quelque chose qui pourra être applicable. On parle, comme je vous le disais, probablement dans les premiers essais tangibles, la médecine principalement. Ce qui est pas mal, parce que déjà on fait beaucoup de choses avec, justement, on parlait d'intelligence artificielle dans certains domaines médicaux tels que par exemple les problèmes de peau et des choses comme ça, tout ce qui peut se voir et se filmer mais par contre se palper comme tu disais, ça augmente encore le champ des possibles. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien qui sourit dans son coin. Quand tu parles de palper, j'ai une image qui me vient il y a le domaine plein de raisons. Des services à la personne qui innove énormément en matière de vidéo, etc. Bien sûr. Et j'imaginais les applications dans ce domaine-là. Et j'imaginais un autre domaine également, puisqu'on a parlé dans le Slack des chroniqueurs des technos cette semaine, des robots racleurs qui font des raclettes de fromage. Oui, roboclette. Le roboclette. Et non, pas c'est autre chose. Ce qu'en bruxellois fait encore quelque chose là, vous touchez un point sensible, les gars. Je sais, on rigole pas avec la raclette. Les raclettes, c'est autre chose. Parlez pas en même temps, parce que là, on va avoir un problème de son, et on ne devrait pas avoir de problème de son dans cet épisode. Donc, non, je disais, effectivement, la raclette, c'est un sujet essentiel en Suisse, et Thierry m'a appris que, je crois que c'est l'EPFL aussi, un étudiant de l'EPFL en tout cas, qui a développé un robot capable de racler la demi-boule de fromage, donc la sortir, la vraiment. Et avec la bonne angle, la bonne température, la bonne pression sur le couteau. La bonne pression. Et est-ce qu'on a encore envie de manger après ça? Est-ce qu'on a encore envie de manger après ça? Parce que c'est ça la question. Parce que le plaisir, tu vois, c'est comme un peu dans la fondue bourguignonne, c'est quand même de piquer son morceau de viande, son morceau de bidoche et de la mettre dans l'huile et d'entendre le pchit que ça fait. Ça fait partie d'un tout, ce genre d'expérience culinaire. Bon, allez, on passe à la suite. P, la lettre P comme... Oh, ça rentre tout juste. Programmation. Programmation. Quand la Maison Blanche, vous savez cette petite cahute au fond du jardin à Washington, Maison Blanche, donc le gouvernement américain, soyons clairs, distribue les bons points, la présidence, distribue les bons points en programmation. C'est bizarre, c'est pas trop leur rôle, et je sais pour l'avoir lu à gauche, à droite, que ça n'a pas été très bien interprété. Non, mais c'est pour ça que la nouvelle a été surprenante. Elle est un peu passée en dessous des radars. C'est sorti en février. C'est un petit livre de 16 pages, donc c'est tout petit. Un rapport de la Maison Blanche qui dit retour aux building blocks, aux briques essentielles, qui s'intéresse au langage de programmation. Et ce rapport en 16 pages, c'est finalement une recommandation d'utiliser plutôt certains langages de programmation que d'autres. Les langages de programmation dits sûrs en matière de mémoire. Alors pourquoi, je vais expliquer ce que c'est dans une seconde, mais pourquoi la Maison-Blanche s'intéresse à ça? En fait, c'est parce qu'il s'intéresse à tous les sujets liés à la cybersécurité, à la sécurité sur Internet. On connaît le...
Une petite frise de la part de... c'est ce genre de choses. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et ça a calé. C'est à cause de la cybersécurité. On est attaqué. Quand on parle de cybersécurité, il y a un DDoS attaque immédiatement. Donc je disais, je ne sais pas où ça a coupé, mais que la Maison-Blanche s'inquiète de la cybersécurité. On connaît la situation géopolitique du moment, et celle du futur probablement. Et la cybersécurité, c'est évidemment la sécurité des systèmes d'information, des ordinateurs, etc. Mais ça commence par la sécurité des applications elles-mêmes et donc des langages de programmation que les développeurs utilisent. Et si vous écrivez du code, vous savez qu'il y a certains, ou si vous n'écrivez pas de code, vous ne le savez pas, je vous l'explique, il y a certains langages de programmation qui sont relativement dits bas niveau, où le développeur doit lui-même allouer les zones mémoire dans lesquelles il veut travailler, et puis les libérer après. Si jamais on dépasse la zone mémoire allouée, on va taper à côté, ça peut être dans les données d'un autre programme, etc. Et ça fait des crashs. Et la plupart des crashs dans les applications, quand vous avez une application qui disparaît comme ça tout d'un coup de votre écran, c'est à cause de problèmes d'allocation de mémoire, soit des dépassements, on va taper dans la mémoire qui ne nous est pas allouée, soit de la déallocation prématurée, c'est-à-dire je vire un objet, j'en avais encore besoin, oups, quand j'essaie d'y accéder, il est plus là ou il est repris par quelqu'un d'autre. Et donc pour faire des logiciels sûrs, il faut des aides dans la manière de gérer la mémoire, et il se trouve que certains langages dits plus modernes gèrent la mémoire à la place du développeur, donc le développeur n'a pas à s'en soucier, et s'il n'y a pas de bug dans le langage lui-même, en général ça marche bien. On parle ici de Rust, dont on a déjà parlé dans ce podcast, on parle de Java, on parle de Swift, le langage d'Apple, on parle, qu'est-ce qu'il y avait d'autres, je crois que c'est les trois principaux qu'il cite, et au contraire on cite aussi, et la Maison Blanche cite les mauvais élèves, le C ou le C++, parce que ces langages permettent aux développeurs de faire à peu près ce qu'ils veulent, ce qui est très bien parfois quand on doit c'est le but, au plus proche de la machine, mais c'est pas nécessairement facile d'écrire des applications sécurisées. Et là-dessus, il y a le fondateur, le créateur de C++, un monsieur qui s'appelle Bjarne Stroustrup. Ça fait 30 ans que j'ai un bouquin à lui dans mon étagère et je ne sais toujours pas prononcer son nom, Stroustrup, qui dit oui mais le C++ devrait pas être dans cette liste parce qu'il y a moyen, ça fait 30 ans qu'on améliore le C++, il y a moyen d'écrire des applications sûres en C++ en utilisant ça, etc. Ce qui ne dit pas c'est que c'est pas obligatoire, le compilateur n'oblige pas les développeurs à utiliser ces différentes techniques, et donc si le développeur n'est pas obligé de le faire, il fait pas, soit par méconnaissance, soit par manque de temps ou que sais-je, mais enfin on l'oblige pas, et donc on en revient au fait que certaines applications en C++ peuvent être plus sensible à ces risques de débordement mémoire et donc de crash et donc de vulnérabilité aussi qui peuvent être exploités par des méchantes personnes qui veulent rentrer dans vos systèmes. Voilà, la news c'était que c'est la Maison Blanche qui s'en occupe et qui sort ce bouquin, alors que c'est pas nécessairement là qu'on les entend. Et ce rapport est une recommandation à toutes les agences gouvernementales, les institutions publiques aux États-Unis. Mais ça part d'une bonne idée, quand même, de bons sentiments. Enfin, la Maison-Blanche n'est pas totalement en dehors des clous. Il n'a pas ils ont un parti pris un peu débile, comme certains peuvent en avoir. Donc, il y a une logique là derrière. C'est pas complètement abstrait, quoi. Donc, autant le savoir. Mais c'est pas mal qu'un État, en tout cas la présidence ici, la Maison-Blanche, ça pourrait être le cas en France. Je crois qu'il y a d'ailleurs des organismes en France qui font aussi des recommandations de ce type-là de temps en temps, ou en tout cas. Ouais, c'est ça. Hein, ce qui est toujours bon en tout cas j'imagine pour les développeurs et les entreprises qui développent des applications, etc., de se tenir un peu informés et de se dire ok, si je fais ça comme ça, j'ai plus de chances d'être dans les clous pour tout le monde et de satisfaire comme on peut le faire en écologie, comme on peut le faire ici en sécurité, ça fait partie du même ensemble. Donc voilà, je pense que Thierry n'a pas grand chose à dire là-dessus non plus. Bon, voilà. Il y a quelqu'un qui campe devant ma fenêtre oui, on entend des studio. Des voix. Ah, c'est ça. Et d'après ce que j'ai entendu, ils s'en foutent. Donc, parce qu'ils parlent même pas la même chose, donc j'imagine qu'ils sont à côté des clous aussi de ce côté-là. On passe à la suite. La lettre S comme sextant. Ouais, tiens, c'est bizarre ça.
Les bons vieux outils d'antan que l'on ressort, parce que de temps en temps, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes, mon bon Thierry. Le fameux sextant, cet appareil qui nous permet de nous guider avec les étoiles, etc., etc. Je n'ai jamais su me servir de ce machin-là, mais peut-être vas-tu nous expliquer. Oui, on devrait commencer à s'y intéresser parce qu'effectivement, les bons vieux outils sont pas prêts de disparaître. Je crois que c'est une news que tu avais partagée sur Slack, parce que j'ai essayé de te joindre sur un nouvel outil qui s'appelle, alors attention, je vais vous sortir le nom parce que je vais faire mon intéressant, qui s'appelle Jammy. On en a parlé dans un précédent épisode. Ça marche. Et je voulais corriger. Voilà. Oui, tu fais bien d'en parler. Oui, non, mais justement, je voulais corriger ce qui a été dit. Il n'y avait pas que Xavier qui prenait sa douche ou qui sortait de la douche qui avait tenté d'utiliser Jammy, parce qu'effectivement, j'ai reçu ton invitation, mais a priori, tu n'as jamais reçu ma réponse. Voilà. Ça, par contre, on a refait le test avec Aurélien. Donc, je rappelle, c'est un système de conférences en ligne, enfin de discussion en ligne, soit en vidéo, soit en audio, soit en texte, qui est open source et sécurisé, chiffré de but en blanc. Et ça a fonctionné avec Aurélien sans aucune difficulté. Donc, d'accord. C'est comme ça vient, c'est comme le vent tourne. Voilà, on reste un peu sur notre fin malgré tout. On vous renvoie à l'épisode précédent où on parle de ce. Oui, voilà, c'était pour ça un peu de teasing sur un épisode qui a déjà été diffusé. Non, alors ça, c'est l'histoire de Patrick Laureau, qui est probablement le dernier, qui est annoncé comme le dernier fabricant français de sextant. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à la navigation marine, le sextant, c'est un drôle d'appareil qui est souvent en arc de cercle avec comme des petits jeux de miroirs, des petits verres sans teint, des petites plaques comme ça dans lesquelles on va aligner effectivement des étoiles pour pouvoir par exemple les aligner avec l'horizon, et cet outil qui paraît un peu compliqué à utiliser en fait est somme toute très simple, puisque une fois que vous savez ce que vous avez à aligner par rapport à l'horizon, ça va mécaniquement vous donner une indication de direction que vous pourrez reporter sur une carte marine. Alors quand je vous dis ça, ça a l'air tout simple, mais en fait il faut savoir qu'il y a une graduation comme une règle sur l'arc de cercle, donc ça va vous donner des degrés, ça va vous donner des indications chiffrées qu'il faudra reporter sur une carte marine. Alors là, pour le coup, il faut savoir naviguer, il faut se savoir, il faut être équipé d'une carte marine ou des cartes marines, puisque c'est impossible d'en avoir une seule pour toutes les eaux navigables. Et puis ça va nous permettre, comme ça, avec une règle, un crayon, de reporter cette route très simplement, comme ça, sur le bout de papier qui vous sert de carte. Alors pourquoi on parle de ça ? C'est parce qu'en fait, avec ce risque grandissant de cyberattaque, on a eu dernièrement, vous avez peut-être vu passer la nouvelle, il y a eu un avion qui a méchamment été, influencé dans sa trajectoire, puisque pendant que le vol s'opérait, il y a 2-3 États, on ne va pas les citer, qui se sont amusés à dérégler les données GPS sur lesquelles l'avion, bien évidemment, d'un certain pays, était en train de on peut le dire, de faire confiance. C'était dans la presse, non, fait pas mystère. C'était l'avion, le jet du ministère de la Défense britannique, pour être tout à fait précis. Oui, non, mais je voulais pas me mettre à dos toutes sortes de nations. Enfin voilà, moi je suis apolitique. Vous savez, je suis neutre, je suis suisse, donc. Ça va pas durer, je pense. Une votation qui s'en vient. La Suisse ne va pas, peut-être, voilà. On verra. Oui, j'attends de voir. Alors, quoi qu'il en soit, effectivement, le retour à la bonne méthode carte et boussole semble revenir. Est-ce qu'on va revoir surgir le morse ? Ça, c'est encore autre chose. Enfin, quoi qu'il en soit, la marine française a décidé de lui passer commande. Et je dois dire que, en plus d'avoir découvert cette news, j'ai découvert des sextants qui étaient très beaux, très design. C'est un objet. Allez voir les images, c'est vraiment très beau. Il y a des choses très colorées. Alors les anciens en cuivre sont plus beaux. Il y en a mais voilà, mais ça coûte un peu d'argent. Mais voilà, ça a même été brandé aux couleurs de la marine nationale. Et je pense que celles et ceux qui se lancent dans l'armée, comme par exemple piloter un avion, naviguer avec un navire, tout ça, vont devoir peut-être passer par la case
des b.a.-ba, hein, des grands classiques. Peut-être que le Morse va revenir à la mode, parce qu'effectivement, le Morse peut, pourquoi pas, être transmis sur n'importe quelle fréquence. Voilà. Oui, des fois, sont les choses les plus simples et les plus inattendues qui sont les plus efficaces. Mais c'est vrai que le sextant, moi j'avais vu cette news, j'ai toujours trouvé que c'était un objet, parce que c'est l'objet qui m'a attiré mon premier intention, qui est un objet très esthétique, qui est un peu mystérieux, parce qu'il faut savoir s'en servir. Déjà, il faut connaître les étoiles, hein, parce qu'il faut se baser là-dessus, comme tu disais. Il faut vraiment, il faut avoir une maîtrise de ça. Ça s'apprend pas comme ça, juste en regardant un tuto sur YouTube. Et je trouvais ça pas mal. Et puis, j'ai un peu creusé la question. Je me dis, c'est vrai, au regard de l'actualité, finalement, pour être certain de ne pas vraiment se perdre, si jamais il y a un souci, voilà. Ce serait dommage de se priver de cette option. Et souvent, et pas que dans ce domaine-là, dans plein de domaines, on a remplacé un peu vite ce qui fonctionnait bien et ce qui était efficace par des outils numériques. Moi, je me rappelle qu'avant d'avoir un smartphone, je ne partais pas de chez moi sans avoir de quoi écrire, un papier, un bic dans ma poche. J'ai toujours eu ça. Et avant d'avoir un GSM même, donc au tout début, j'avais encore une montre bracelet mécanique. Donc voilà. Et maintenant, aujourd'hui, s'il y a un problème quelconque, j'ai plus l'heure et je sais pas écrire. Ce qui est un peu idiot, parce que si on me donne l'heure, il faudrait que je l'écrive quelque part pour m'en souvenir. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. En 95, j'ai fait mon premier trip en voiture en Californie. C'était 5000 km en 3 semaines, juste avec des cartes papier. S'en sortir avec des cartes papier dans Los Angeles ou dans San Francisco. Enfin, je ne saurais plus le faire aujourd'hui, quoi. Mais moi, je l'ai fait. J'aime beaucoup le sextant. Moi, j'ai une référence du Capitaine Haddock. Voilà, j'ai appris à lire dans les Tintins quasiment. Et je sais plus c'est dans quel album, et on voit le Capitaine dans l'île mystérieuse probablement. Le Capitaine Haddock faire des points au sextant. Et dans le trésor de Rackham le Rouge également, il y a du sexe. Ce qu'il faut savoir, vous ne l'avez jamais vu Sébastien s'énerver, mais souvent il nous fait du bachibouzouk. Non, mais j'aime beaucoup manipuler mon moule à gaufres le week-end. Fais ce que tu veux avec ton moule à gaufres. C'est une révélation. Après 36 minutes, il se lâche sur le moule à gaufres. Ok, on en parlera à Benoît. Peut-être qu'il aura des solutions technologiques à te proposer. C'est n'importe quoi ce podcast. Franchement, on passe bon, relisez vos Tintins, ça va vous recaler avec la réalité. Moi, je trouve ça génial. Les vieilles technologies, je trouve ça chouette, parce qu'en plus de ça, ça ne demande aucune énergie électrique ou mécanique ou autre. Donc, c'est ce qui se fait quelque part de mieux. Hein. C'est juste un peu encombrant, peut-être. Mais voilà, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Évidemment, voilà. Il faut apprendre à le maîtriser, mais finalement, c'est pas plus mal. Avant d'attaquer le dossier de la semaine, un dernier sujet d'actualité avec la lettre T comme transformer. Transformer. Transformer ou transformer, hein? Attention. Transformer en anglais. Transformer, comme les Transformers, quoi. On va parler d'Optimus Prime. Oui. Vas-y. Non. Je t'en prie. Non, mais quel est le point commun entre les Beatles et les Large Language Models qui font du Generative AI? Bonne question. Vous le saurez dans 2 minutes. Oui. Okay. All You Need Is Attention, c'est un papier de recherche publié par Google en 2017 qui est considéré comme étant la base des large language models qu'on utilise aujourd'hui, et toutes les beautés que vous pouvez faire avec ChatGPT, Gemini et les autres viennent de ce papier de recherche qui est publié en 2017, et on arrive à la date anniversaire, et à cette occasion le magazine Wired, Wired, W-I-R-E-D, a publié un superbe article sur les 8 employés Google qui ont publié ce papier, donc qui ont inventé cette technologie de transformer, qui a donné naissance au large language model qu'on connaît maintenant. Plusieurs choses à retenir de cette histoire. D'abord, c'est un groupe de 8 personnes.
assez varié. Il n'y a qu'une femme d'accord et cet homme, mais varié de cultures différentes, puisqu'il y a un Allemand, il y a un Ukrainien, il y a un Ouzbek, il y a un Indien. Ils sont dans un avion. Il y a un Gallois également, qui ont travaillé donc ensemble en 2016 et en 2017 chez Google pour arriver à faire ce papier-là. Et l'article explique la genèse de ce projet, comment les idées se sont enrichies les uns les autres, comment ça a rebondi. On est vraiment, on se trouve au creux de l'action, au cœur de l'action d'une invention majeure. Le papier s'appelle All You Need Is Attention, et le All You Need vient des Beatles. C'est le monsieur gallois, le British de la bande, qui avait pensé à la chanson All You Need Is Love, et de là est parti le All You Need Is Attention. Du coup, ça m'a donné aussi envie de me plonger un tout petit peu dans cette technique de transformer et de vous expliquer en 2 minutes, même pas, c'est quoi cette technique de transformer qui a révolutionné le monde de l'intelligence artificielle. En fait, tout est parti des réseaux neuronaux. Avant les transformers, il y avait déjà des réseaux neuronaux qu'on a déjà brièvement expliqué. Je crois que j'ai déjà brièvement expliqué ici dans les technos comment ça marche. En gros, c'est des couches successives de transformation de données pour transformer un input en un output. Et les réseaux neuronaux, j'en bafouille, fonctionnent relativement bien pour reconnaître des images, par exemple, reconnaître des choses dans des images, des couleurs, des objets, des formes, des visages. Mais ils ont relativement peu de contexte, c'est-à-dire qu'ils ont un angle de vision sur les données qu'ils doivent analyser assez limité, et ils nécessitent énormément de mémoire pour les entraîner. Donc si on veut les entraîner sur des gros volumes de données, c'est pas possible parce que ça consomme trop de mémoire. Et l'idée des transformers résout ces deux problèmes-là. L'idée, c'est de donner beaucoup plus de contexte à ces systèmes et de les faire travailler avec beaucoup moins de mémoire. Et globalement, les gens de Google sont venus avec 3 innovations. Une qui s'appelle le positional encoding, donc le codage de la position. Une qui s'appelle l'attention, d'où le nom du papier, All You Need Is Attention. Et un truc un peu plus égoïste qui est le self-attention, l'attention sur soi-même. Alors c'est quoi le positional encoding? L'idée était toute bête, c'est dire les réseaux neuronaux, ils connaissent le mot avant et le mot après. S'ils analysent une phrase, on dit le chat est assis sur le fauteuil, ils voient le chat, après ils peuvent produire est assis, etc. Ils voient globalement, ils ont une fenêtre de contexte extrêmement limitée. L'idée du positional encoding, et de l'attention, c'est les deux ensemble qui font que ça devient magique, c'est de dire, on va rajouter dans les tokens, donc dans la donnée que représente le mot, sa position dans la phrase aussi. Et donc la position du mot dans la phrase devient un élément de donnée qui va être analysé statistiquement par le réseau neuronal, là où avant il n'y avait pas nécessairement la position du mot. On connaissait le mot avant et le mot après. Pourquoi c'est important? Parce que pour la traduction, par exemple, l'ordre des mots n'est pas les mêmes dans une langue ou dans une autre. En français et en anglais, on met pas l'adjectif à la même position. On dit une maison bleue en français, blue house en anglais. L'autre, c'est l'attention, c'est-à-dire que là où avant les réseaux neuronaux avaient simplement le lien vers le mot avant et le mot après, peut-être 2 mots ou 3 mots, l'idée de l'attention, c'est de dire on va calculer le mot dans son contexte global, et si on a une fenêtre de 4K, on a 4000 caractères pour faire la fenêtre de contexte, et on va calculer la relation entre chaque mot et tous les autres mots qui sont dans la fenêtre de contexte que je vois. Donc même si le mot est très loin derrière, si j'ai un article de 3 pages qui me parle sur la première page de Cowboy et sur la dernière page de Far West, le système sera capable de comprendre que le concept Far West et le concept Cowboy sont associés parce qu'ils apparaissent dans le même document. Et donc l'attention, c'est exactement ce que ça veut dire, garder son attention sur une plus grande quantité de données. Et puis le troisième point innovant dans le papier de Google, c'était le self-attention, c'est être capable de définir une sémantique sur certains mots. Par exemple, en anglais, l'exemple que j'ai, c'est si on dit whether I would like to check, serveur, j'aimerais bien non, si on dit j'aimerais bien oui, mais oui, non, j'ai utilisé le mauvais mot, je recommence. Vas-y.
I asked the check to the server. J'ai demandé l'addition au serveur. Ou dans une phrase, je dis the server has crashed. Le serveur s'est crashé. Vous et moi, on comprend que c'est pas le même serveur. Il y en a un, c'est le serveur du restaurant. L'autre, c'est la machine informatique. Et bien, par ce mécanisme de self-attention, et donc les relations qu'il y a dans les autres mots et le contexte où apparaissent ces mots, les systèmes d'intelligence artificielle, enfin de large language model, maintenant sont capables de faire cette différence entre serveur et serveur. C'est pas 2 fois le même serveur, parce qu'il y en a un qui apparaît dans un contexte de bar, de restaurant, d'addition, etc., et l'autre qui apparaît statistiquement plus souvent dans des contextes de crash, de sécurité, d'informatique, etc. Donc c'est une architecture qui consomme moins de mémoire. On peut leur donner beaucoup plus de données. Par exemple, on peut monter jusqu'à 40 terabytes de données de training. C'est à peu près tout le corpus, c'est tout Internet. Voilà, c'est tout ce qu'il y a moyen de consommer sur Internet. Et juste pour donner encore un chiffre avant de terminer, j'ai été rechercher les chiffres publiés par Meta quand ils ont sorti Llama 2, c'était fin de l'année passée, donc c'est pas très vieux. Hein. Ils ont plusieurs versions de Llama 2, mais la grande version, c'est 1 720 320 heures de GPU pour entraîner Llama. Donc j'ai pris ma calculette, ça fait 196,38 années. Si c'était un GPU, il aurait tourné pendant quasiment 200 ans pour entraîner Llama 2. C'est ce qu'il y a moyen de faire grâce au Transformer, grâce à ce papier publié par 8 chercheurs de Google. D'ailleurs, plus aucun n'est chez Google. Ils ont tous créé des startups dans le domaine de l'intelligence artificielle et des large language models. Mais si ce domaine-là vous intéresse, allez lire l'article de Wright, parce que d'une part, voilà, ça c'est un premier point, t'as raison, c'est un premier point, parce que comme toujours, nous mettons toutes nos sources à votre disposition en description de cet épisode, donc vous allez sur votre application, dans la description, vous allez voir le raccourci, ou sur notre site lestechno.be, ça c'est un premier point. Deuxième point, parce qu'on a déjà parlé de réseaux neuronaux dans ce podcast, d'ailleurs Thierry n'était pas très loin, si je ne dis pas de bêtises, mais c'était un épisode auquel tu avais participé Thierry, mais pas pour le dossier, puisque nous avions, c'était Aurélien qui avait reçu un spécialiste du genre, si vous vous rappelez bien, c'était, que je dise pas de bêtises, ça m'est sorti de la tête maintenant, Maxime Vaillant, voilà, qui nous avait parlé de ça à ce moment-là, et qui est un des spécialistes du domaine. Donc à l'épisode 427, allez directement au dossier, c'est toujours disponible, n'hésitez pas un seul instant à jeter un petit coup d'œil, vous nous en direz des nouvelles, si le sujet vous intéresse du moins. Voilà, ça on est complet, là sur le coup on est complet, on a presque fait un dossier dans le dossier du dossier, alors que le vrai dossier en fait de cet épisode 440, il est ici, il est maintenant, voilà. On va parler de son et d'encodage de son dans cet épisode, de techniques de numérisation du son, parce que ce qu'on fait là, un podcast qui est essentiellement un podcast audio, aussi vidéo, vous l'avez remarqué peut-être depuis le temps, puisque ce podcast est filmé et mis à votre disposition sur les plateformes vidéo telles que Spotify, puisque Spotify fait la vidéo, mais bien sûr YouTube, eh bien on vous parle de son. Alors vous nous excuserez, parce que évidemment, comme nous enregistrons ces épisodes dans les conditions du direct, des fois, il y a des petites différences de qualité de son entre les différents intervenants, et voilà, on essaie de gérer ça pour le mieux, avec la bande passante qui nous est allouée. Vous allez comprendre que tout ça est important, d'avoir de la bande passante, d'avoir des ressources, et également pour encoder, pour décoder le son, puisqu'on va aborder tout ça avec mes petits camarades, Thierry et Sébastien. On va parler de son et d'encodage, et on va commencer par le début, avec les cylindres. Les cylindres sur lesquels on gravait des petits sillons dans la cire, Thierry. Ça commence comme ça, déjà. Et du coup, j'ai 2 trucs qui vont énerver Marc, puisqu'effectivement, j'ai utilisé l'expression du coup, voilà, ça c'est un... oui, non, mais moi aussi je l'ai fait, non non, moi je l'ai fait, justement. Toi tu l'as fait, on l'a fait tous les trois. Je l'ai gardé, pour maintenant. Donc on va mettre chacun, toi peut-être pas encore, tu vas mettre 1 euro dans le cochon. Sébastien et moi on met 2 euros dans le cochon chacun. Ça payera le burger de fin d'année. En franc suisse. On ne peut pas dire ça. Donc vas-y. La deuxième chose qui risque d'énerver notre marque nationale, c'est qu'on va parler de son, et s'il y a bien quelqu'un ici parmi nous 3 qui s'y connaît mais qui est incollable sur la question, c'est bien Marc. Pas incollable. On le rappelle, c'est un professionnel en la matière. Donc on va
Sébastien et moi-même, essayer de faire très attention à tout ce qu'on dit, puisque on va revenir au basique. Alors, tu me parles effectivement des cylindres. Moi, je vais utiliser le terme transducteur. Voilà. Qu'est-ce que c'est un transducteur? Vous savez ce que c'est un transducteur? C'est un objet ou un procédé qui peut, transformer quelque chose en autre chose. Et pour faire très simple, par exemple, si vous prenez un micro et que vous le branchez à un ampli, vous allez amplifier votre voix et puis la sortir sur des haut-parleurs. Mais si vous faites l'inverse, vous envoyez du son, alors pas très fort, vous pourriez transformer votre micro en mini haut-parleur. C'est pas tout à fait, voilà, comme les écouteurs aussi. Ouais. Si tu branches un casque sur une entrée micro, sur un amplificateur micro, tu parles à ton casque, ce qui est vraiment ridicule. Ça te donne un son très pourri, mais voilà. Mais ça peut faire fonctionner. Voilà. Ça le marche aussi. Et donc toi, tu me parlais des cylindres. Effectivement, ça a été à l'époque utilisé avec plusieurs matières. On a parlé de la cire puisque c'était quelque chose qui était plus facile à graver. Eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On transformait l'onde sonore qui était captée par un système assez archaïque. Ça pouvait être simplement un cornet, le fameux cornet qu'on a tous vu sur des vieux gramophones, des choses comme ça. Le même cornet pouvait après servir de haut-parleur. Là, la personne se met en face à parler. La voix va être transmise sous la forme de vibrations qui vont se restituer en forme de rainures sur le cylindre, et on va avoir comme ça effectivement les prémices de ce que pouvait être un enregistrement. Alors, je remercie Sébastien qui a préparé ce dossier beaucoup plus complet que ce que j'avais imaginé moi-même le faire, parce que j'ai appris quelque chose grâce à ces notes. C'est qu'il y a un Français en 1857 qui a inventé a priori un appareil qui était capable d'enregistrer une onde sonore complète sous la forme d'un tracé et non pas de simples vibrations, sauf que son procédé n'était pas capable de restituer l'enregistrement. C'est bien plus tard, c'est quasiment dans les années 2000, qu'on a su interpréter ça pour en faire un procédé audible, puisque là, dans le cas précis, il n'y avait pas encore de système pour le transcrire. Le phonotographe, voilà, du français Édouard Léon Scott de Martinville. J'ai appris quelque chose, je suis moins con. Le plus courant, c'est de parler de Thomas Edison quand on parle de phonographe. Oui, voilà, mais c'était pour faire mon intéressant. D'ailleurs, j'ai une petite colle, mais je suis sûr que Marc, il a la réponse, à l'inverse peut-être de Sébastien, puisqu'effectivement, cette transformation de l'onde sonore en un sillon, puisque là on parlait des cylindres, mais après on est très vite venu sur des objets peut-être un peu plus pratiques à utiliser, et là je parle des disques, le vinyle, le fameux disque noir. Et bien en fait, vous allez retrouver dans le sillon la forme d'onde qui est issue de l'enregistrement, et certains studios, pour tester leur système sonore d'amplification, avaient un disque bien précis pour tester la fidélité de la restitution du son pour des sons très amples, très forts, très puissants. Quel était le disque ou le morceau de musique qui était généralement utilisé pour faire ça? L'air des bijoux, Gounod de Faust. Je pensais qu'il était resté sur Tintin. Je suis toujours sur Tintin, si, bien sûr, l'air des bijoux. Non, alors, je vous donne un indice, c'est un morceau qui comporte un coup de canon, et c'est justement à l'enregistrement du coup de canon que le sillon était très large et qui pouvait, par exemple, faire sauter l'aiguille qui restituait effectivement l'onde sonore. Alors là, le morceau, ça ne me parle pas. Moi, personnellement, je suis plus jeune que ça. Les canons d'Offenbach. C'est Carmina Burana. Oui, Carmina Burana. Oui, Carmina Burana. Ouais. Parce que certains orchestres utilisaient vraiment le canon pour ce passage, et c'était un peu le test sans doute aussi qu'à l'époque, on ne traitait pas la dynamique du son tel qu'on a pu le faire par la suite, parce que la gravure pour créer la matrice d'un disque
qu'on dit vinyle, mais c'est pas du vinyle, en fait, c'est une autre matière. Mais Oui. à un moment donné, le mastering a permis de compresser le son pour mettre plus de son sur la grandeur du disque, du 45 tours ou du 33 tours, pour avoir un sillon le plus étroit possible, tout en gardant une dynamique importante. C'était un peu, donc il y a eu à un moment donné du traitement de son, mais peut-être qu'à l'origine, effectivement, aucun traitement de son, c'était vas-y que je te pousse et je t'envoie la purée. Comme ça, et donc du coup, oui, ça peut faire sauter l'aiguille. C'est tout ? Exactement. Non, alors, non, c'est pas tout, parce qu'effectivement, dans l'histoire, dans l'épopée de l'enregistrement, dans la préparation du dossier, moi, ça m'a fait rappeler aussi que certaines des technologies, parce qu'on est parti de l'analogique avec justement la restitution de l'onde sonore sous la forme de sillons, de micro-sillons. Tu as parlé du 33 tours, du 45 tours, il faut pas oublier le 78 tours qui avait été une sorte de parents pauvres, et le 33 tours nous a permis d'améliorer effectivement la restitution du son. Et tout ça nous a amené aussi à se dire, ben voilà, cette onde sonore, on peut aussi l'enregistrer sur d'autres supports. Et on en est arrivé effectivement au support magnétique. On a essayé plein de choses. Moi, j'ai eu la chance de voir des enregistreurs à fil. Donc, il faut imaginer qu'en fait, le fil de métal sur une bobine... Avant qu'il y ait de la bande magnétique, c'était du fil. Voilà, la bande. Et je parlais d'inventions qui ont vu le jour dans des jours un peu plus noirs. L'invention justement de l'AFM, de la bande magnétique, de certains appareils qui maintenant font partie de notre quotidien, ou faisaient partie de notre quotidien, puisque maintenant il y a du numérique, eh bien aussi vu le jour pendant des conflits armés. Il faut savoir qu'effectivement l'enregistrement magnétique, le fait de créer un support qui puisse résister à une tension, qui puisse rester souple, qui puisse aussi s'inscrire dans le temps, eh bien c'est des choses qui ont aussi évolué dans des périodes un peu difficiles. Mais l'enregistrement sonore magnétique semble commencer, ça aussi je l'ai appris parce que j'étais incapable de donner une date, en 1898 avec le télégraphone, premier système d'enregistrement sonore sur fil magnétique. J'avais vu cet appareil, mais je savais pas qu'il était aussi vieux, donc c'était juste ingérable, puisqu'il faut imaginer que le fil a enroulé et ça prend juste une place énorme. Donc par suite logique, on en est arrivé à essayer de minimiser, de réduire l'encombrement de Et à cette époque-là, les journalistes montaient leur sujet à la pince coupante. Ils ont fait harceler. C'est après, dans la bande, c'était plus facile. Dans la bande lisse, avec les ciseaux, ça allait mieux. Ça, c'est la mise en bouche, j'ai envie de dire. C'est le début du commencement, le point zéro de ce dossier, puisque on va directement attaquer, Sébastien, avec les techniques de numérisation. Et ça, c'est beaucoup plus récent, évidemment. Très vite, on s'est rendu compte que la restitution du son n'était pas parfaite, qu'il y avait des pertes avec les enregistrements magnétiques ou avec les micro-sillons. Et donc, on s'est dit, et si on utilisait cette nouvelle technique qui est la numérisation pour encoder le son de façon numérique, donc sur une suite de chiffres qui puissent être restitués ainsi. L'idée originale, c'était pas nécessairement de stocker le son sur des ordinateurs, ou ça n'existait pas, enfin, ou c'était balbutiant à l'époque, mais c'était d'avoir simplement une restitution équivalente à ce qui avait été enregistré. Alors, comment est-ce qu'on transforme un son en une suite de chiffres? C'est très simple. C'est pas très compliqué, je vais pas dire c'est très simple, mais c'est pas très compliqué. Il y a deux étapes. La première, ça consiste à échantillonner, et la deuxième, à quantiser. Alors ça veut dire quoi, échantillonner? Imaginez un son. Représentez-vous graphiquement un son. Vous avez peut-être déjà vu un oscilloscope. Sinon, vous dessinez une barre horizontale et une verticale, un graphe, et un son, vous mettez une sinusoïdale dessus. Échantillonner, ça veut dire couper cette sinusoïdale en petits échantillons, en petites tranches, tac, 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 tac. Et à chaque tranche, je prends un chiffre, je quantifie la valeur de la sinusoïdale. S'il est tout en haut, c'est 1, si elle est tout en bas, c'est -1, si elle est au milieu, c'est 0, etc. Et donc, je vais associer un chiffre à chacun de ces échantillons. Alors, ce qui fait la qualité du son numérique, ça dépend de deux choses. Ça dépend du nombre d'échantillons que je vais prendre par seconde. Au plus j'en prends, au plus j'aurai des mesures proche de ma courbe de sinus, et puis sur combien de chiffres je vais représenter la valeur que je vais quantifier.
Parce que si j'ai que 2 positions pour stocker un chiffre, ça va être, assumons que je travaille en digital, en base 10, je peux aller de moins 99 à plus 99 à peu près. Si j'ai 3, je peux aller de moins 999 à plus 999. Donc le nombre de slots, de positions pour mettre un chiffre va donner la granularité, le nombre de valeurs finalement qu'on peut mesurer. Et c'est pour ça qu'on parle de bits évidemment en numérique. Sur 8 bits, c'est 256 valeurs. Sur 16, c'est 256 fois 256. Je vous laisse faire le calcul. 65 536. Merci, ça m'avait échappé. Et sur 32 bits, c'est 4 milliards, donc de moins 2 milliards à plus 2 milliards. Donc il y a 2 choses extrêmement importantes là. C'est la fréquence d'échantillonnage. On parle de 44 S et je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde. Et le nombre de bits, c'est-à-dire la granularité des valeurs qu'on peut mettre. Alors pourquoi cette fréquence d'échantillonnage est importante? C'est à cause d'un monsieur qui s'appelle Nyquist. Et Nyquist, il a dit, il a démontré de façon mathématique un peu compliquée, mais la loi est relativement simple. Il dit, si on veut encoder un son à 20 kHz, donc un son assez aigu à 20 kHz par exemple, il faut doubler la fréquence d'échantillonnage. Donc il faut que la fréquence d'échantillonnage soit le double du maximum de la fréquence qu'on veut encoder. Et il se trouve que l'oreille humaine, elle entend de 20 Hz à 20 kHz. Quand elle est jeune. Hein. Quand elle est jeune et bien entraînée. Mais oui, moi j'entends plus à ce niveau-là pour le moment. Et donc 20 kHz fois 2, ça fait 44 kHz. Les premiers CD étaient à 44,1 kHz à peu près pour cette raison. Sur 16 bits, si je me souviens bien, les premiers CD. CD qui sont une invention européano-japonaise, mais enfin beaucoup européenne quand même. C'est Philips qui a lancé les premiers CD, avec l'aide un peu de Sony quand même, mais beaucoup Philips. Et d'ailleurs, les cassettes magnétiques portables à rembobiner, là, dont Thierry parlait avant, c'est aussi Philips, Cocorico. Cocorico, c'est européen, c'est hollandais, Philips. J'ai trouvé un papier super, on vous l'avait mis dans les notes du podcast, c'est de l'éducation nationale française. C'est pour les élèves de première. J'ai jamais vu un papier aussi court et aussi bien expliqué avec ces concepts-là. La loi de Nyquist, on parle de Shannon aussi, Claude Shannon, le père de la théorie de l'information, du nombre de bits, de l'échantillonnage, la quantisation. Ça tient en 10 pages, même pas, 9 pages. C'est clair, c'est limpide. Si vous voulez résumer j'ai résumé ce truc-là. Si vous voulez plus en détail par rapport à ce que j'ai dit, allez lire ce papier-là. Et ça vient de l'éducation nationale en plus. Ça peut pas être faux. Non, mais c'est incroyable que l'éducation nationale produise des papiers de qualité comme ça. Chapeau aux équipes qui ont fait ce papier. Ouais. J'avais déjà lu des choses comme ça du SCOL dans d'autres domaines aussi de l'électronique d'ailleurs. Mais non, c'est bien fait et c'est un peu quand on a appris ça à l'école, après relire ça coule et ça rafraîchit la mémoire. C'est bien. Et puis quand on ne connaît pas, voilà, donc quand on est dans une branche scientifique, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de choses à disposition. Vous avez bien noté l'histoire des 16 bits, des 24 bits, parce qu'on va y revenir à la fin de ce dossier, parce que évidemment. Ces 16 bits et ces 24 bits vous donnent une idée de la dynamique, ce qu'on appelle la dynamique qu'on va avoir dans le son, c'est-à-dire entre le niveau 0 du son, si je puis dire, le bruit, ce qui reste, et le son le plus élevé, le fameux coup de canon dont on parlait là tantôt, par exemple. C'est ça la dynamique, et donc on a évidemment plus de dynamique, vous imaginez bien, en 24 bits qu'en 16 bits, mais on a encore une autre solution qui s'en vient en fin de dossier pour encore aller beaucoup plus loin et mettre tous les canons qu'on veut si on a envie. Du côté de Thierry, on retourne de ton côté Thierry pour parler de la compression, parce que évidemment là on a parlé de fichiers, on est sur du wave comme on dit, c'est le fichier non compressé, donc tel qu'il a été numérisé, sans aucun artifice de compression. Il y a encore moyen de réduire la taille des fichiers que l'on va écouter par différents moyens électroniques. Je voyais quand même le doigt de Sébastien s'élever dans les airs. Ouais, juste pour dire que 44 kHz à 16 bits, il suffit de faire la multiplication, c'est 44 000 échantillons par seconde qui chacun prennent 16 bits, ça fait 176K à la seconde. À l'époque, une disquette c'était 144K, je pense, donc on tenait une seconde d'audio, même pas sur une disquette. Donc il a fallu venir avec des techniques pour compresser ce son-là. Et techniques très avancées, très intelligentes, qui permettent d'arriver à des fichiers qui vont peser peut-être à 1/10 de ce poids. J'exagère, mais à peine. Thierry, la compression avec ou sans perte? On la prend avec ou sans perte, la compression, finalement? Avec. Alors moi, c'est pas sans sucre.
À l'époque, on s'amusait à expliquer effectivement le choix de la compression avec l'avènement du MP3, hein, multi-layer 3, la couche 3. Je vais vous expliquer d'où vient ce nom, comme ça vous aurez l'air intéressant la prochaine fois que vous ferez une soirée là-dessus. C'est simplement que l'exemple que moi j'aimais bien prendre, c'était prendre le poids informatique qu'il y avait par exemple sur un fichier qui venait du CD. On vient de parler de Philips. Alors il faut imaginer que quand on a été capable d'extraire ça parce que tout était bien protégé, eh bien on pouvait avoir une quarantaine de mégas pour un morceau, entre 40, 45, voire un peu plus pour des tracks à durée normale. Et ce même fichier, quand il fallait eh bien effectivement le transporter sur un device sur lequel on avait peut-être moins de place, très souvent par exemple si on le transcodait en MP3, pouvait passer d'une quarantaine de mégas à 1 méga et quelques, voire 2, voire 3. Ça vous donne une petite idée justement de l'exercice de la compression. Alors, il y a deux types de compression. Il y a la compression sans perte et celle avec perte. Celle avec perte, c'est ce qu'on appelle effectivement de la compression destructive, puisqu'on va simplement et tout bonnement éliminer des informations. Vous prenez par exemple, j'aime bien le comparatif que nous a fait tout à l'heure Sébastien, vous prenez de nouveau le monde de l'image. Quand vous faites une photo avec un appareil, vous le faites par exemple en RAW, c'est-à-dire que vous avez l'image toute crue avec toutes les informations. Qui n'est d'ailleurs pas une image à ce moment-là, hein, qui n'est pas d'ailleurs une image, c'est un fichier brut. Ce sont des données informatiques. Voilà, qui est un fichier brut, mais depuis lequel, hein, le fameux vieil adage qui dit qui peut le plus peut le moins, on pouvait descendre, et ça vous permet par exemple d'aller sur du JPEG ou du PNG. Enfin, si je prends volontairement ces deux exemples, il y en a un des deux qui est un peu plus destructif, c'est le JPEG. Par exemple, on va se dire, voilà, là il y a un aplat de couleurs parce que j'ai fait une photo d'un paysage où il y a une grande prairie verte, eh bien, je n'ai pas besoin de répéter cette séquence où il y a du vert, parce que c'est relativement similaire, et si on va trop loin dans la compression, vous verrez se former ce qu'on appelle les pixels, la pixelisation. Eh bien pour le son, c'est pareil, on va juger ce qui est important à conserver versus ce qui l'est pas. Pour le son, par exemple, on va se dire, l'oreille humaine est incapable d'entendre les ultrasons, eh bien on va les virer. On va par exemple comme ça faire des choix sur des gammes de fréquences pour pouvoir les conserver ou pas, et les compresser ou pas après pour pouvoir effectivement réduire en taille le résultat. Donc par exemple dans ce qui existe, qui permet de restituer l'original, parce que qui peut le plus peut le moins, mais certaines fois qui peut le moins peut redevenir le plus, puisqu'on peut remonter à la source. C'est ce qu'on appelle effectivement les algorithmes de compression sans perte. Il y en a quelques-uns, je ne vais pas tous vous les citer, mais un des plus connus, c'est effectivement nos amis de Apple, le lossless, ou appelé ALAC. Il y a le FLAC. Voilà, je vous parlais du CD. Le FLAC a été très souvent effectivement celui qu'on a choisi pour les CD audio. FLAC pour Free Lossless Audio Codec. Codec, le fameux terme qu'on va retrouver aussi en vidéo. Codage, décodage, justement, on va dans un sens, mais on revient dans l'autre. Et puis, dans ceux qui vont immanquablement détruire le fichier, qui vont nous détruire effectivement une partie des informations, il y a le fameux MP3, le MP3 qui vient du DivX. Parce qu'effectivement, dans un DivX, dans un film vidéo, il fallait faire cet exercice de la compression pour la vidéo, pour le faire tenir sur un support qui était régi par sa taille en matière de stockage informatique, et on a dû faire des concessions également sur le son. Il y a des petits malins qui sont amusés à aller voir ce layer 3 pour voir comment a été compressé le son pour s'en inspirer, et ça a été les débuts justement du transcodage ou de la compression d'audio pour pouvoir par exemple se l'échanger plus facilement ou plus rapidement sur internet, à l'époque où il n'y avait pas la bande passante. Mais il faut bien se rendre compte que au final on perd des informations. Vous ne pourrez pas avec un fichier MP3 remonter à un fichier d'origine où il y avait toutes les informations, même si aujourd'hui certains se plaisent à dire qu'avec l'intelligence artificielle, comme on le fait avec des images dégradées, on pourrait aménager ce qu'était l'original
en partant des informations. Mais là, on est plus de l'ordre de la... Pour reprendre une analogie avec l'image, c'est comme coloriser les photos noir et blanc. Hein. On n'est jamais très sûr que le pantalon était rouge. Hein. C'était... Voilà, il n'y a pas de certitude. Voilà. Donc, il n'y a pas de certitude. Ça peut donner un son plus agréable à l'écoute et plus rond et plus dans les sonorités modernes, on va dire, mais peut-être pas à l'identique de ce qui avait été produit au tout départ. Et quand tu parles du MP3, c'était pas nécessairement le meilleur standard de compression qui existe, mais c'était très vite devenu le plus populaire, et en particulier relativement compressé, parce que tout c'était une histoire de bande passante, mais là, de l'internet, de ce qu'on avait il n'y avait pas d'ADSL, il fallait, voilà. Et donc, pour transmettre un fichier, c'était quand même... popularisé aussi, on va le dire, le MP3 par les sites et les services tels que Napster, exactement, qui a révolutionné quelque part l'industrie du disque, et qui nécessitait aussi de télécharger très rapidement les 10 plages d'un album, par exemple, et de pouvoir les écouter. Par contre, et là, je vais passer la parole après à Sébastien, qui va parler de ce fameux format lossless dont tu as évoqué le nom déjà, Thierry, mais ce format MP3 a quand même bien pourri si j'ose dire, les oreilles des uns et des autres, surtout ceux qui sont nés avec le MP3, parce que reconnaître un triangle d'une flûte leur devient complètement impossible, puisque on est dans les hautes fréquences et que les MP3, et particulièrement ceux qui sont encodés encore dans des normes relativement basses, de compression élevée, donc de fichiers plus petits, eh bien les aigus sont coupés à 16 kHz. 16 kHz, ça veut dire, c'est exactement comme le son de la radio FM. On coupe à 16 kHz aussi en FM. En tout cas dans certains pays, dans nos pays en l'occurrence, et donc du coup on perd une partie de l'information, comme tu le disais, et dans la nature, et c'est plus exactement la même œuvre, quoi. Et on a habitué les gens à ça, à écouter ça, tellement habitués que finalement, quand on leur a proposé des écouteurs, les fabricants d'écouteurs, ils se sont dit, ça sert à rien de se creuser trop la nénette pour faire des écouteurs hi-fi. Donc je rappelle que hi-fi, c'est pas comme Wi-Fi. Hi-Fi, ça veut dire haute fidélité. On va pas se creuser la tête, on va faire des petits écouteurs pas chers, hein, on va mettre juste marqué Pro dessus, et tout le monde sera content. C'est ce qui s'est passé, et donc tout le monde a cru que c'était ça, la qualité, le niveau de qualité. Et ça s'est perdu un peu, l'idée de ce qu'était un morceau un son de qualité. Et chemin faisant, bien les productions de musique, on va dire moderne, récentes en tout cas, se sont pas beaucoup interrogées non plus. Ils se sont dit, on va essayer de faire la meilleure production possible, tenant compte de ce paramètre-là, de cette compression ou de la mauvaise qualité des écoutes, pour pouvoir passer en MP3 comme une cook, et pour gérer, parce qu'un artiste il aime bien quand même maîtriser la qualité de son son, donc il dit ça je peux m'en satisfaire moi en tant qu'artiste, ça passera. Mais si tout le monde écoutait les disques en haute fidélité, il irait sans doute plus loin, il pousserait un bouchon un petit peu plus loin et il ferait autre chose. Et donc tout le monde s'est habitué à ça, et tout le monde s'en est contenté. Tu voulais dire encore un truc, Thierry? Oui, je voulais encore une fois, désolé Sébastien de te passer la pommade à ce point-là, mais te remercier pour les ressources qui sont partagées dans cet épisode, parce qu'il y a un passage, moi, qui me parle énormément, et j'insiste chaque fois en formation, de bien faire la différence entre les formats et les conteneurs. Hein. C'est un peu comme un point doc versus un point TXT, c'est pas forcément représentatif de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous trouverez effectivement les références dans cet épisode, et vous allez comprendre par exemple que dans un conteneur, on peut encapsuler plusieurs, ou voire différents plutôt types formats. De codec, faut faire toujours un peu attention justement à ces deux distinguos qui sont très très clairs et qui n'ont pas forcément un lien direct. Voilà, c'était juste pour partager à nouveau les notes. Avant de te repasser la parole, Sébastien, pour parler de ce fameux lossless, on parle de codec, codage et désencodage, et décodage, c'est mieux même, oui. Mais c'est fatigue aussi, excusez-moi. Et voilà. Et donc cet acronyme, vous le retrouvez régulièrement aussi quand on parle de compression et de son et de vidéo aussi, hein, d'ailleurs. Alors, c'est quoi lossless? Heureusement, il y a les audiophiles qui ont dit MP3, moi ça me va pas, moi je veux la bonne qualité comme j'avais avec mon vinyle. Les audiophiles, ce sont ces gens qui dépensent des fortunes sur des amplis avec des alimentations spéciales, des haut-parleurs, etc. Et alors, pas confondre les gens qui vont jusqu'à des trucs un peu ésotériques où on ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. On parle d'audiophiles qui savent quand même de quoi ils parlent, d'électronique et de qualité de son, et de voilà, c'est pas.
j'en parle en souriant parce qu'il y a beaucoup d'exagération aussi dans ce monde-là. J'ai trouvé un groupe Facebook il n'y a pas très longtemps avec les délires d'audiophiles. C'est absolument. C'est pas tous les audiophiles. Je m'assure, je ne suis pas d'accord. Les audiophiles ne sont pas comme ça. C'est les crétins qui ont trop d'argent qui sont comme ça. Je l'ai dit. J'ai dit crétins. C'est des crétins qui ont trop de sous et qui savent pas quoi en foutre. Et la plupart du temps, c'est des gens qui n'aiment même pas la musique. Donc, justement, en préparant ce dossier, il y avait une quote de quelqu'un qui disait la différence entre quelqu'un qui aime la musique et un audiophile. C'est quelqu'un qui aime la musique, il va écouter de la musique à travers son système de son, tandis qu'un audiophile, il va écouter son système de son avec de la musique. Et c'est de cette catégorie-là que je me moque un peu. Bref, il y a une certaine catégorie de gens qui souhaitaient avoir le son tel qu'il a été enregistré, et peut-être il était un peu nostalgique aussi des sons vinyles qui étaient peut-être plus proches de la réalité, en tout cas quand le vinyle est neuf, quand la platine est neuve, quand l'aiguille est neuve, etc. Quand tout est neuf. Et tout est sauvage. Libre continent sans rivage. Tout à fait. Là-bas. Et donc on a commencé à se dire mais on pourrait vous délivrer du son, des fichiers qui ne sont pas compressés ou qui sont compressés mais sans perte d'information, comme un fichier zip avec nos applications. Quand on zip, on dézip, on trouve la bonne application. Il n'y a pas eu de perte d'information. Le premier service de streaming à offrir ça, c'était Tidal en 2014, puis il y a eu Amazon en 2019, et puis la révolution, en tout cas l'évolution grand public, celle qui a marqué les esprits, c'est Apple en 2021, qui offre des formats lossless, donc ça veut dire compressé quand même, parce qu'on a quand même économisé la bande passante, mais sans perte d'information. Donc quand on décompresse, on retrouve l'information originale. Alors il y a un grand débat, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? Moi j'ai un avis partagé, Marc aussi, un avis partagé. Quand tout est bien, quand le casque est bon, quand l'ampli est bon, quand l'enregistrement à la source est bon, quand le mixage est bon, oui, évidemment, c'est mieux. Il y a aucune discussion possible. Maintenant, est-ce qu'on est capable, est-ce que madame Michu dans la rue est capable d'entendre la différence sur les écouteurs de merde là, ou la petite radio portable ou le petit Bluetooth portable qu'il a à la maison? La réponse est probablement non, et pour une tonne de raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été éduqués pour écouter la musique, écouter les sons, parce qu'il y a depuis 30 ans un biberonnage par le bas au MP3, c'est ce que Marc expliquait avant, parce que le matériel n'est pas nécessairement de qualité non plus. Pareil. Marc a dit aussi. Parce que souvent, on écoute des choses par Bluetooth, et il faut bien penser que quand on écoute quelque chose par Bluetooth, il y a un nouvel encodage qui se passe entre l'appareil qui émet et l'appareil qui reçoit avec un codec, et que le Bluetooth, historiquement, a été conçu pour la voix d'abord, donc avec des fréquences d'échantillonnage extrêmement mauvaises. Alors maintenant, il y a du Bluetooth de plus haute fidélité, mais dépenser 500 000 € dans un casque Bluetooth, ça, en termes audiophiles, ça n'a peut-être pas de sens, rien de tel qu'un bon fil pour se reconnecter à son appareil. Mais alors juste une toute petite parenthèse, c'est qu'il y a des artifices qui permettent aux fabricants de faire en sorte que le son est plus séduisant à l'oreille, ça c'est vrai. Mais c'est pas pour autant que le son est fidèle à l'original et à ce qu'a créé l'artiste ou l'ingénieur du son qui l'a mixé. Et comme je le disais là tantôt, l'autre problématique, c'est que on a peut-être, si c'est des morceaux récents dans certains styles musicaux, on a peut-être enregistré le morceau de telle manière qu'il soit accessible justement de manière uniforme à tout le monde, que ce soit avec de bons écouteurs ou des mauvais écouteurs. En gros, c'est ça le truc. Et donc du coup, il n'y a plus de différence. Donc si on compare les deux, non, c'est pareil. Ben oui, ça a été fait pour. Par contre, si on prend un truc ancien, fait avant tout ça, là, on va entendre la différence. Et pourquoi je parle de ça? J'ai encore deux petites choses. C'est que la revue Gizmodo a fait un test avec 380 de leurs lecteurs en leur faisant écouter les deux. Et globalement, les gens tapent à 55% sur l'un ou sur l'autre. Donc 55%, c'est moitié-moitié. Donc c'est l'équivalent pile ou face finalement. Ça veut dire que les gens ne faisaient pas. Il y avait la moitié des gens. Sur le test qu'on leur a fait, on connaît pas les conditions du test. On connaît pas les conditions du test, quels âges ces gens ont et comment fonctionne encore leur oreille, qu'est-ce qu'ils ont écouté comme musique, parce que c'est ça aussi. Si tu prends un disque de Deutsche Grammophon, par exemple, enregistré dans d'excellentes conditions et compressé, mais avec des outils très très précis, etc., et que tu compares son enregistrement MP3 avec l'original, c'est un monde de différence. Ah oui, c'est totalement évident.
Même avec une oreille un peu détruite comme la mienne. Ouais. Et alors, je voulais aborder le point aussi sous l'aspect du Green IT, parce que aujourd'hui, la musique, ce sont des fichiers. Ces fichiers sont stockés sur des stockages, sur du disque, qui sont transmis par le réseau. Le fait d'avoir des fichiers compressés avec perte font des fichiers plus petits, donc ça coûte moins d'espace de stockage et moins de bandes passantes de réseau quand on doit les transmettre en réseau. Donc, il y a aussi un aspect purement informatique là-dedans, et pas que l'aspect audiophile auquel il faut penser également. Et j'en prends pour exemple ma pomme. Moi-même, j'ai numérisé, j'ai transféré tous mes CD sur un support informatique une première fois début des années 2000. À l'époque, les supports informatiques coûtaient cher, les disques durs. Ah oui. Donc, j'ai pas copié les CD dans leur intégralité. J'ai choisi les morceaux que j'aimais bien et j'ai utilisé du MP3 à l'époque parce que je pouvais pas me payer des disques pour transférer toute ma discothèque. Et pendant le confinement, je m'emmerdais un peu. J'ai refait la même opération, mais cette fois-ci, les coûts de stockage sont beaucoup plus bas. Et donc, j'ai transféré tous mes CD en qualité AIF, donc une copie exacte de ce qu'il y a sur le CD, et sans choisir les morceaux, je faisais des copies disques complètes. Et maintenant, j'ai tous mes CD sur Plex. C'est un plaisir de pouvoir écouter ça à différents endroits de la maison. Une petite précision pour celui ou celle qui nous écoute et qui disent ouais, ils sont malins, eux, ils parlent de qualité de son, ils font les malins, etc. Mais quand on écoute leur podcast, c'est pas toujours top. Ce à quoi je vais répondre, oui, mais c'est parce qu'on enregistre ce podcast à distance déjà. Hein, je vous l'ai dit, mon petit camarade, l'un est en Suisse, l'autre est en France. Des fois, c'est la Thaïlande versus le Togo, et donc là, c'est du streaming que moi je reçois à distance. Et la bande passante dédié au son, parce que comme on fait de l'image aussi, forcément il y a une partie de la bande passante, une grosse partie qui est destinée à l'image. À l'heure où vous écoutez, à l'instant même où vous écoutez le son, la bande passante dédiée au son, par exemple pour Sébastien, c'est la même d'ailleurs pour Thierry, c'est 67 kilobits par seconde en 48 kHz. Donc voilà, ça vous donne une petite idée, c'est bien inférieur à ce qu'on fait en MP3 de qualité, on va dire, puisque un MP3 de qualité moyenne, c'est 128 kilobits, kilohertz, pardon, je dis des bêtises, je commence à m'y perdre, et donc voilà. Tout ça pour dire que pour de la voix, ça fonctionne, mais kilobits, oui. Alors de temps en temps, on a petits artefacts dans le son, c'est la compression des encodeurs de stream, en l'occurrence pour le coup ici. C'est bien cette histoire de lossless. Bon, ça reste encore. Il y avait un critique culinaire, j'ai oublié son nom, ça me revient plus en tête, qui passait à l'époque, il y a longtemps, c'était sur Canal+, si je dis pas de bêtises, et qui disait tu congèles de la merde, tu décongèles de la merde. C'est la même chose avec la compression. Si tu compresses de la merde, tu décompresses de la merde, et ça, on ferait tous bien de s'en souvenir quand on écoute des vieux fichiers MP3 par exemple. Thierry, on va conclure avec toute autre chose, mais qui est toujours du son aussi, parce que là on a sur le lossless, c'est le côté consommateur, celui qui écoute la musique, hein, de tout ce qu'on a dit là vaut d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent et ceux qui écoutent de la musique. Et puis il y a l'aspect aussi captation du son, et là il y a des évolutions qui sont arrivées relativement récemment. Oui. Enfin, c'est des techniques qui existent par ailleurs en informatique depuis plus longtemps, mais adaptées au domaine du son et de l'enregistrement, de l'encodage de son, que sont les 32 bits. Alors je vous rappelle, on avait parlé là tantôt de 16 et de 24 bits à virgule fixe, et ici on va parler de 32 bits à virgule flottante. Avec le bain à mousse qu'on a pris là tantôt. comme l'île, du même nom. C'est ça. L'île flottante. Non, ça me donne envie. Thierry, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Et je compléterai l'aspect technique si tu veux bien. Oui. Et puis on va faire très très court pour vous aider à comprendre, pour effectivement tenir dans l'heure qu'on a allègrement dépassée. Je voulais juste peut-être donner une petite précision à celles et ceux qui écoutent ce podcast, mais aussi à mon collègue Sébastien. Une astuce, si jamais, comme si lui, vous avez digitalisé vos vieux CD, et puis à l'époque, vous les aviez en MP3, je n'ai aucune bille chez eux, mais il se trouve que je suis client des services Apple, et il y en a un qui existe toujours, qui coûte 25 ou 26 francs, alors en euros, je ne sais pas comment ça coûte, par année, qui s'appelait à l'époque iTunes Match, maintenant je ne sais pas comment il s'appelle, peut-être Music Match, ou je ne sais pas, et ça permettait en fait de synchroniser votre bibliothèque
audio avec plusieurs devices, mais c'est aussi un petit moyen détourné tout simple pour nettoyer vos enregistrements, puisqu'en fait vous lui donniez à manger un MP3 que vous aviez digitalisé peut-être tout à fait légalement d'un de vos CD, mais sachez qu'effectivement il va taper dans une bibliothèque où là effectivement le morceau sera lui de meilleure qualité. Ça ne veut pas dire qu'il va vous le fournir sans compression, machin et tout ça, mais ça permettait déjà de récupérer en qualité l'échantillonnage et la digitalisation que vous avez fait à l'époque sur un format moindre, comme par exemple le MP3. Alors, pour parler du 32 bits à virgule flottante, moi qui suis un professionnel des mathématiques, je vais plutôt vous inviter à regarder un graphique qui exprime tout ça en quatre exemples. C'est Tascam vous le trouverez aussi dans les références de cet épisode. Oui. La différence entre justement la résolution d'un son enregistré en 32 bits virgule flottante versus, merci Marc, versus une résolution en 16 ou 24. Et les exemples sont frappants de simplicité. Il faut imaginer que, par exemple, vous ayez un système, et je suis très fier parce que Marc possède ce matériel, d'avoir pu le tester en grandeur nature, puisque maintenant, on se retrouve à avoir des appareils qui n'ont ni plus ni moins aucun réglage de gain ou de niveau sonore à l'enregistrement. Ça paraît fou pour ceux et celles qui aiment soigner la prise de son, mais voilà, c'est une réalité. Alors, tu le disais hors caméra, Marc, il n'y a pas encore beaucoup de professionnels qui osent aller vers ça, qui sont toujours à faire un étalonnage. On le fait en télévision, en radio. Par exemple, les fameux 1000 Hz, on sait à combien de dB ou moins de dB il faut qu'il tape pour qu'on ait une référence. Là, vous imaginez, vous partez en enregistrement, vous en foutez complètement, et puis peut-être vous avez un son qui est très faible, ou au contraire qui est très élevé. Alors, dans un monde normal, eh bien, le son élevé, il va être écrété, c'est-à-dire qu'il va avoir une gamme de fréquences qui va tout simplement disparaître de la circulation, puisqu'on va dépasser le range dans lequel on était à même d'enregistrer ce son. Donc, vous imaginez une courbe sinusoïdale qui va être simplement tranchée sur ses hauteurs et ses courbes basses. À l'inverse, si vous êtes parti en enregistrement et vous avez un gain ou un niveau d'enregistrement qui est beaucoup trop bas, eh bien vous allez amplifier du bruit, vous allez avoir moi j'aime bien appeler de la neige, c'est aussi un terme qu'on utilise en télévision, vous allez amplifier du bruit, voilà, vous allez avoir du souffle, parce qu'effectivement votre niveau d'enregistrement n'était pas calibré, n'était pas assez fort, assez puissant, pour qu'après il soit restitué correctement sur le produit final. Le 32 bits virgule flottante, c'est la garantie justement. Alors on en parlait aussi d'être interprétable avec des logiciels. Sachez qu'un Adobe Premiere, que Final Cut, que des outils comme DaVinci sont capables d'interpréter effectivement. Alors Marc, tu compléteras la liste avec des outils peut-être qui sont dédiés au traitement du son, mais eux sont capables de vous dire, ah ben tiens, voilà, ce fichier 32 bits virgule flottante, je peux l'étalonner, je peux exploiter toute sa puissance, c'est-à-dire que le son qui était faiblement enregistré va taper correctement à mon moins 6 dB, par exemple, pour quelque chose qui est en broadcast. Il y a des normes, le BU, par exemple, dicte, par exemple, ce genre de règles qu'on trouve en télé ou en radio. On sait que le 1000 Hz doit taper à telle hauteur au niveau puissance. Et puis si votre son était effectivement écrété, très, très élevé, trop puissant, ben là aussi on va se retrouver à avoir une belle courbe arrondie pour ses hauteurs et ses courbes basses, sans saturation, sans déformation du son, là où en 16 ou 24 bits, votre son il est cramé, vous pouvez plus rien faire. Ça sert à rien effectivement d'imaginer le monter ou le descendre. On fait de l'excellent son, une excellente dynamique avec du 16 ou du 24 bits. Mieux avec du 24 qu'avec du 16. Soyons clairs. On va reprendre le calcul à la base. Vite fait, je vais quand même la faire courte parce qu'on est déjà fort long, mais si on reprend le 16 bits, par exemple, ça va être plus facile parce que les chiffres sont moins longs à citer. 65 000 valeurs. Voilà, donc 16 bits, le mot binaire de 16 bits, 16 caractères des 1 et des 0, etc. Si vous faites le calcul, ça fait quoi? Ça fait 2 exposants 16 exposants 16
516. 2 ça fait 65 000 valeurs différentes. 65 536 valeurs différentes. Si vous ramenez ça, si vous dites, voilà, toutes ces valeurs, ce sont, comme tu disais là tantôt, des strates qui vont nous donner la dynamique, la granularité, c'est pas le bon terme, mais la dynamique, ça se calcule en dB. Et donc, si vous faites le calcul, je vous le donne, je vous fais pas le détail, mais je vous le donne, ça vous fait entre le 0 absolu, c'est-à-dire le niveau de bruit, et le 0 dB, eh bien, votre niveau de bruit va se situer aux alentours des moins 96 dB. Moins 96 dB, donc entre 0 et moins 96, vous avez une dynamique de 96 dB. Voilà. Dans laquelle vous pouvez jouer avec votre fameux canon de là tantôt. Votre fameux canon, il ne faut pas qu'il dépasse les 96 dB d'entre le 0 et dans les deux, entre les deux barres, si vous simulez ça par des barres, le plafond et le plancher, en gros. En 24 bits, évidemment, c'est beaucoup plus large. 144 dB. Voilà, c'est 144 dB. Alors moi j'ai un petit schéma que si vous avez la vidéo vous le verrez, mais vous allez tout de suite comprendre que avec le 32 bits virgule flottante, pour des raisons techniques que je ne vais pas développer ici, et je pense que Sébastien pourrait le faire, on a un autre collègue, David, qui est le spécialiste chez nous de la virgule flottante dans tous les domaines, vous dira que bah oui, mais là c'est un petit peu différent parce que la dynamique que l'on peut obtenir va de moins 770 dB à plus 770 dB. Vous voyez un petit peu la différence entre les 96 dB de différence de dynamique pour le 16 bits et le 1400, un peu plus de 1400 dB pour la dynamique avec le 32 bits virgule flottante. Sébastien, tu veux rajouter un truc ? Oui, si je ramène ça en chiffres informatiques, sur 16 bits, on encode 65 000 térawatts à valeurs différentes. Sur 32 bits, on encode 4 milliards de valeurs différentes. Oui. Ça vous donne la différence de range. En fait, pour être encore plus... la quantité, le nombre de strates, je reviens à ça, c'est pas le bon terme, mais c'est comme ça qu'on l'a expliqué, différente. Le fait qu'on va introduire la notion de virgule dans le mot binaire augmente d'autant le nombre de possibilités, en fait, si je schématise un peu. Et donc, du coup, ça augmente le nombre de strates disponibles. Et donc, voilà, avec cette dynamique, c'est magnifique. Oui. Et comme tu le disais, passer de moins 758 dB à plus 770, eh bien, on a là le range hyper large par rapport à tout ce qui existe comme son ou qui est enregistrable sur Terre. Largement. On est bien au-delà de tout ce qui peut se produire. Donc, voilà. Ce qu'on peut produire naturellement, le fameux canon en l'occurrence, c'est une dynamique d'à peu près 240 dB. Donc, on est large, on est tranquille. On est large. Et ce qu'on va faire, parce qu'évidemment, il y a d'autres contraintes techniques. Certains qui s'y connaissent un petit peu vont dire « Oui, mais le préampli du micro que vous utilisez, etc., il a des limites. Lui, technique en analogique, on a des limites. Il n'est pas capable de... » Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un double encodage. Un encodage à haut niveau et un encodage à bas niveau. Et on va réconcilier les deux une fois traités pour utiliser... Comme tu l'expliquais Thierry là tantôt, quand le haut niveau, on le ramène dans une dynamique qui est par exemple une dynamique de 24 bits à virgule fixe, eh bien on va ramener le son, il ne sera pas écrété, il ne sera pas tronqué, on va perdre aucune information. Et les petits bruits souffles qui sont derrière et machin, etc., mais qui sont importants quand même, on n'aura pas un rapport signal-bruit, il n'y aura pas trop de bruit, on va pouvoir celui-là l'étendre un petit peu pour rattraper la différence. Et en combinant les deux, on a un son qui est propre et avec un rapport signal-bruit qui est vraiment minime. Donc on ne va pas avoir de souffle nécessairement. Il ne va pas falloir tirer sur le son, tirer sur le volume, si vous préférez, pour obtenir un son correct. J'espère avoir été clair. C'est un peu ce qu'on fait avec la photo aussi, en HDR. On prend une photo surexposée, une sous-exposée, on combine les deux pour faire un range de dynamique, de couleur cette fois, et de lumière beaucoup plus large, mais l'analogie est la même. Mais Marc, j'ai une question pour toi. Alors, c'est très bien d'enregistrer en 32 bits virgule flottante, mais j'ai mon support, ma petite carte mémoire. Et puis après, j'allais conclure avec ça. On en fait quoi de cette carte mémoire? Comment on la diffuse? Comment elle arrive dans mes oreilles? Tais-toi. J'allais l'expliquer. J'étais sur ma lancée. Donc l'idée, évidemment, c'est pas de traiter ce son, de commencer à faire des coupes, faire du montage et du mixage en 32 bits virgule flottante. Ce serait totalement, c'est trop lourd. Techniquement, c'est pas concevable. Ce qu'on fait, c'est que de toute façon, notre éditeur, les différents modèles et marques dont tu as parlé Thierry, je pense moi à Pro Tools par exemple, mais DaVinci aussi qui fait de l'audio
audio depuis que Blackmagic a racheté Fairlight. Ils font des trucs magnifiques en audio aussi. Accepte de traiter mon fichier 32 bits, virgule flottante, mais il va le mettre dans un projet où on est selon ce qu'on a choisi, 16 ou 24 ou 32 bits, virgule fixe. Et donc, le premier travail qu'on a à faire, c'est de ramener papa à la maison et de remettre les choses dans la norme dans laquelle on va du coup travailler sur le son. C'est un peu ce qu'on expliquait là tantôt. La comparaison n'est pas tout à fait bonne. Hein. Quand on parlait de fichiers photos RAW, qui ne sont pas des photos, mais des fichiers informatiques qui contiennent les informations qui vont permettre de développer une photo en JPEG, en PNG ou autre. Ici, je mets vraiment beaucoup de guillemets, c'est un peu la même chose, c'est qu'on a un support qui est riche et qu'on va ramener dans une application pour en faire un truc certes moins riche mais beaucoup plus exploitable, aussi bien dans le travail qu'après dans l'exploitation et la gravure d'un CD ou un support, et même si on veut à l'extrême le compresser après en MP3 et en faire de la soupe. Mais l'idée est celle-là, c'est de développer comme on le fait en photo, le son dans un autre espace de travail. C'est ça la logique. C'est pour ça que je disais en introduction de cette dernière partie de ce long dossier que c'était une manière de prendre le son, de capter le son, et en le faisant sans gros soucis. C'est une technologie qui a de l'avenir de plus en plus. Vous le savez, il y a des réductions budgétaires, et quand on fait un tournage vidéo, par exemple, on part avec des équipes de plus en plus réduites, et beaucoup de gens tournent, les vidéastes entre autres, hein, ceux qui vous font des vidéos super sur YouTube, par exemple, ils partent tout seuls, ils sont peut-être très bons en vidéo, mais en son, ils sont pas là avec le doigt sur le bouton pour régler le son, comme le ferait un ingénieur du son qui n'est dédié qu'à ça et qui a l'oreille et qui va faire attention. Ici, on n'a plus besoin de trop s'inquiéter du son. On pousse sur Rec, ça tourne, on corrigera tout ça à la maison après coup. Donc voilà, ça c'est un peu l'avenir de cette technologie que l'on rencontre dans des marques comme Zoom, Tascam et autres. Certaines marques professionnels commencent à le proposer également. Certains micros, je pense à des petits micros portatifs. DJI, par exemple, a sorti un micro, le DJI Mic 2, qui, en plus de transmettre du son, peut l'enregistrer localement aussi, et il est doué de cette technologie-là. Donc, on pose le micro sur la personne, on lance l'enregistrement et on verra après ce que ça donne. Voilà, j'espère que j'ai été complet et clair, et si c'est pas le cas, eh bien, on remettra le couvert, si vous le voulez. Est-ce que l'un de vous a un truc à rajouter pour sa défense? On a été très long cette semaine. À 1h34 d'épisode, non, je n'ai rien à rajouter, monsieur. Non. Sauf si vous considérez que c'est super important et que j'ai dit une grosse bêtise. Ça m'arrive, hein. Ça m'arrive de dire des grosses bêtises. Alors, et je m'en remonte après et j'y honte. Oui. Juste peut-être un remerciement, parce qu'on a réussi à ne pas t'énerver sur le sujet sur lequel tu as une maîtrise. Non, mais je m'étais bien vidé avant. Je m'étais bien purgé avant le truc, j'avais tout balancé. Et donc, ça m'a fait du bien. Et là, du coup, je suis serein. Si vous êtes arrivé ici, 1000 merci à vous. Après 94 minutes d'enregistrement, merci 1000 fois. Ça vaut bien des pouces. Et c'est moi qui vous les donne pour le coup. Et les étoiles aussi. Donc, et les commentaires, n'hésitez pas, comme toujours. Vous êtes évidemment les bienvenus. Les questions sont les bienvenues aussi. Mais ceci dit, avec toutes les sources qu'on vous a données, si vous avez encore des questions après ça, on pourra pas y répondre parce que là, ce sera vraiment des questions... n'en parlons pas. Merci en tout cas à tous les deux, à mes petits camarades. On va se retrouver bientôt, mais la semaine prochaine, épisode 441. Je ne sais pas encore avec qui ça se produira, mais ça se produira, ça c'est sûr. Parce que je n'ai pas le planning devant les yeux, c'est pour ça que je le dis. Passez une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.